Est-ce qu'il y a une prise de conscience à travers vos livres du peuple français sur ce défi de l'islam? Il me semble, c'est compliqué à dire. Si vous voulez, je pense qu'il y a une lente évolution, une lente maturation, qu'on y contribue, mais que c'est pas nous qui l'accouchons, qui l'accomplissons. Je pense que c'est plutôt les gens qui nous choisissent, qui me choisissent. Vous voyez, ils m'écoutent, ils se disent ah bah oui, c'est je pense confusément comme ça. Vous voyez, je ne pense pas. Je pense que c'est un grand mythe de la gauche, ça, qui croit que c'est l'extérieur, le guide, qui va forger la conscience populaire. Moi, je crois que c'est l'inverse. C'est-à-dire que la conscience populaire, elle existe, elle préexiste, elle est latente parce que elle n'arrive pas toujours à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, mais elle existe. Et quand on vient avec les mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X, ce que je disais déjà pour le suicide français, quand on me demandait mais pourquoi un tel succès, voilà, et bien là, les gens se disent ah bah oui, celui-là je pense comme lui. Vous voyez, moi je pense que le rôle de l'écrivain, de l'intellectuel, du journaliste, tout ce que vous voulez, c'est plutôt ça. C'est plutôt cristalliser ça. Qu'on dise ah bah oui, c'est ça que je pense, et il dit exactement ce que je pense. Je crois que c'est dans cette... Bon. Donc il y a effectivement une maturation qui a évidemment été accélérée par les attentats. Mais si vous m'avez bien lu, je suis sûr que vous m'avez bien lu, vous avez remarqué que pour moi, ce ne sont pas les attentats qui déterminent tout. Pour moi, les attentats ne sont même pas l'essentiel. Je pense que nous vivons, vous savez, le triptyque que je décris, invasion, colonisation, conflagration. Les attentats ne sont que le troisième pôle de ce triptyque. Et pour moi, les deux premiers sont beaucoup plus importants. Invasion, colonisation. Donc, ça, je pense que ce triptyque-là, toute la France le vit. Tous les gens qui ont été chassés des banlieues, tous les gens qui ne vivent pas en métropole, qui vivent dans les métropoles, je veux dire, et tous les gens qui vivent dans les métropoles, même. Tous les gens voient le changement de paysage humain de la France, le grand remplacement, comme dit Renaud Camus. Tout le monde le voit. Il n'y a pas besoin de... Vous voyez, c'est pas moi qui leur montre et qui les accouche. Non, tout le monde le voit. Simplement, moi, ce que je voulais faire, c'est mettre une analyse historico-rationnelle, je dirais, sur ce phénomène. Et toutes les analyses que je lisais ne me satisfaisaient pas. Alors, vous parlez de ce triptyque, on va revenir dessus régulièrement, mais sur ce triptyque, il y a une classe politique qui est totalement finalement hermétique à votre propos. Si on prend l'arc de Mélenchon à Marine Le Pen, tous refusent l'idée de l'impossibilité d'un islam de France. Et comment vous expliquez-vous ce refus? Alors, il y a plusieurs raisons, je pense. Il y a d'abord, philosophiquement, un double refus. Le refus de la spiritualité et le refus de l'essentialisme. Je m'explique. Pour toute notre classe politique d'aujourd'hui, je pense que ce n'était pas le cas pour nos prédécesseurs, pour leurs prédécesseurs, l'homme est avant tout un homo economicus et c'est avant tout un consommateur. Vous savez, j'ai été journaliste politique classique. Je le suis beaucoup moins maintenant, je travaille différemment, mais je l'ai été. Donc j'ai côtoyé des hommes politiques de tous les bords, de la gauche, de la droite, du Front National, de tous les bords. J'ai discuté avec eux pendant des heures, ça m'intéressait d'ailleurs, il y avait des gens très intéressants, d'autres moins. Et ce qui m'a frappé, à part une ou deux exceptions près dans les vieux, et encore, c'est qu'à chaque fois qu'on abordait ce sujet, la réponse c'était « mais t'inquiète pas, ils voudront consommer des Nike ». Je le raconte dans le livre. Cette phrase m'a frappé parce qu'elle m'a été répétée des centaines de fois. Et c'était toujours l'exemple des Nike qui revenait. C'est drôle d'ailleurs. Comme quoi, vous voyez, cette marque de tennis est c'est plus que Coca-Cola. Vous voyez, dans notre génération, c'était Coca-Cola. Depuis les années 80, c'est Nike, qui est le symbole de la consommation. Ça va peut-être changer, hein, mais voilà. Donc je pense que ça, c'est un matérialisme qui les empêche de voir que l'homme est d'abord un être spirituel et que l'islam répond à cette quête spirituelle, même si tous les gens d'aujourd'hui veulent aussi consommer des Nike. Ouais, bon. Deuxièmement, il y a le refus de l'essentialisme. Ça, c'est très frappant. À quel point, de gauche comme de droite, alors qu'avant c'était vraiment la spécificité de la gauche,
cet existentialisme sartrien, vous savez, on fait ce qu'on doit faire, ce qu'on a fait de nous. Vous voyez, cette auto-création de soi, qui est vraiment une philosophie d'après-guerre, née de la Révolution, bien sûr, mais surtout depuis 1945, etc. Et cet existentialisme inconscient, puisque pour la plupart, ils ne savent pas, est le propre de notre classe politique et de nos élites en général. Et donc, pour eux, toute personne, il n'y a pas de décence, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de race, encore moins, parce que c'est un mot tabou, il n'y a même pas de civilisation. Vous voyez, il n'y a que des êtres humains abstraits qui sont interchangeables et qui peuvent devenir français, n'importe qui pouvant devenir français. On n'a pas besoin de s'assimiler de l'histoire de France, la culture française, etc. Tout doit marcher. Et moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui me prend un peu à rebrousse-poil parce que spontanément, cet existentialisme, cet anti-essentialisme ne me choque pas, puisque moi je ne suis pas, comme je le dis souvent, mes ancêtres n'étaient pas là aux croisades, ils n'étaient même pas là à la charge de cavalerie de Murat à Eylau, je le regrette. Vous voyez ce que je veux dire, je suis un Français de branche, pour reprendre cette comparaison avec Français de souche. Moi, justement, j'ai fait ce travail existentialiste d'assimilation. Je viens d'une autre culture, d'une autre ère géographique, d'une autre civilisation. La France m'a colonisé, et je la bénis de m'avoir colonisé. C'est ça la différence, vous voyez. Et mes grands-parents, mes parents ont fait ce travail lent d'assimilation, comme on faisait avant, comme toutes les immigrations le faisaient avant. Donc je peux entendre leur discours anti-essentialiste, vous comprenez. Personnellement, il me touche, puisqu'il me concerne. Mais je pense, et c'est là où je crois avoir une longueur d'avance sur eux tous, c'est-à-dire que je pense que nous sommes arrivés au bout de ce système. Et on va en parler sans doute, mais je pense que là, c'est la phrase du général de Gaulle, on ne peut assimiler des individus, pas des peuples. Et aujourd'hui, on a un peuple dans le peuple, et qui a pour modèle l'islam. C'est tout. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment plutôt que la classe politique a accepté l'idée qu'il y avait un peuple dans le peuple et qu'il y a une distinction? Vous êtes un journaliste, un écrivain, vous n'êtes pas aux responsabilités, et les politiques aujourd'hui sont aux responsabilités. Et comme ils disent, on veut dire au pouvoir. Oui, aux responsabilités. Un mot très révélateur. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'ils ne veulent pas tout simplement maintenir la paix civile? Alors, voilà. C'est exactement ce que j'allais vous dire dans une troisième partie. C'est l'obsession de la paix. C'est-à-dire que jusqu'à la génération de général, la guerre est une autre façon de faire de la politique. La guerre internationale et la guerre civile même, puisque la France est une grande histoire des guerres civiles. Aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, la paix est devenue l'ultima ratio de toute la classe politique. Et donc, l'obsession de la guerre civile les hante. Et d'ailleurs, ça c'est le côté noble. Le côté moins noble, c'est une certaine lâcheté en disant « après nous le déluge ». Tant qu'on est là, nous, on tient comme ça, et puis après, ils se débrouilleront. C'est le côté moins noble, qu'ils ont tous aussi. Il y a les deux. Comme d'habitude, vous savez, dans les êtres humains, il y a du noble et du moins noble. Bon. Donc, ils sont obsédés par ça. Ils ne voient pas, si vous voulez, que la guerre est parfois en balance avec la soumission. Après tout, les résistants en 41, 42, ils font de la guerre civile. Et Vichy n'a pas tort de dire qu'il pousse à la guerre civile. Mais oui, c'est la guerre civile ou la soumission à l'Allemagne nazie. C'est un choix. Si vous voulez, il y a toujours eu des choix comme ça. Aujourd'hui, je pense que philosophiquement et psychologiquement, notre classe politique accepte la soumission. Tout plutôt que la guerre. Oui, c'est pour ça, c'est le reproche qu'ils vous font alors. Le reproche qu'ils vous font finalement, oui, c'est d'apporter la guerre. Oui, c'est ce que j'étais surpris quand vous avez été condamné. Vous avez été condamné par la Cour d'appel de Paris à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine raciale. Et j'ai relu le texte de la procureure, du procureur Annabelle Philippe. Elle a dénoncé des propos, je crois, stigmatisants, sans nuance et visant l'ensemble de la communauté musulmane. Et ça, c'est un reproche qu'on vous fait souvent. En fait, comment on peut arriver à dire les choses sans opposer les musulmans au reste des Français?
Tout simplement, si vous voulez, je ne sais pas comment on dit. Moi, j'essaye de dire à ma manière. J'essaye de dire en faisant fi des querelles judiciaires. Après tout, normalement, ces questions-là ne devraient pas être résolues par la justice. Nous avons la législation la plus liberticide de toutes les grandes démocraties, qui n'existe pas en Angleterre, qui n'existe pas en Italie, qui n'existe pas aux États-Unis. Il faut savoir que nous ne sommes plus une démocratie libérale au sens de liberté. Il y a le régime le plus liberticide d'opinion en France. Voilà, donc bon, bah, je fais avec. Vous savez, quand je suis en procès, maintenant, il y a mon avocat, puis moi je me défends, j'explique ma position. Je pense, vous savez, à propos de ça, à propos de votre question, que c'est assez simple. En fait, on confond la cause et les conséquences. Vous savez, il y a une très belle phrase de Jacques Bainville que j'ai reprise d'ailleurs lors de mon dernier procès, en m'adressant au procureur, parce que je savais exactement ce qu'elle pensait et ce qu'elle allait dire. Il y a une phrase de Jacques Bainville à qui on a beaucoup reproché aussi dans les années 20 et 30, disait-on à l'époque, de pousser à la guerre avec l'Allemagne. En fait, il ne faisait qu'expliquer que la guerre était inéluctable. Parce que justement, on avait fait un mauvais traité de Versailles, pas assez dur pour ce qu'il avait de mou et pas pour ce qu'il avait de dur et trop mou pour ce qu'il avait de mou. Enfin, vous connaissez le mot célèbre. Donc, il expliquait que l'Allemagne allait se refaire et qu'on était affaibli et qu'elle allait nous attaquer et nous écraser. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout ce qu'il avait prévu est arrivé. La remilitarisation de la Rhénanie, l'Anschluss, les Sudètes, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passait à l'époque quand il écrivait ça? On lui disait pas « vous faites une analyse juste de ce qui va arriver ». Non. Vous posez un diagnostic bon. Non. On lui disait « vous poussez à la guerre avec les Allemands ». C'est exactement la même chose. Et donc il répondait « les démocraties ont l'habitude de reprocher à ceux qui annoncent les événements de les avoir causés ». Voilà. C'est exactement le procès qu'on me fait. Est-ce que vous n'êtes pas un pousseur de guerre néanmoins, voire même un provocateur? Parce que vous connaissez le système dans lequel vous vivez, dans lequel vous évoluez, vous me l'avez dit à l'instant, depuis des années et des années. Et alors, par exemple, vous dites à un moment donné la nécessité de réinstaurer la discrimination. Vous dites discriminer, c'est choisir. Mais enfin, vous savez bien qu'aujourd'hui, pour entendre ce genre de choses, il faut avoir le cuir épais parce que les gens ne sont pas habitués à entendre cela. Et c'est un peu pour ça peut-être que vous obtenez le statut d'ennemi public numéro 1. Donc vous êtes si fier dans votre publicité? Je trouvais ça amusant, cette publicité. Je trouvais ça moi, quand je trouve quelque chose d'amusant, c'est toujours un bon point. Mais c'est aussi une provocation. Absolument. Non, ça c'est une provocation, c'est même pas de moi, hein. C'est de l'éditeur, et elle était très drôle, et évidemment je l'ai acceptée. Non. Plus profondément, idéologiquement, si vous voulez, il y a eu un livre d'un juriste, un grand juriste, Jean-Louis Harwell, qui explique exactement la même chose. Si vous voulez, c'est la question des droits de l'homme, c'est la question des juges européens et français. Aujourd'hui, nous sommes sortis de l'épure traditionnelle des droits de l'homme. C'est la vraie question, elle n'est pas provocatrice du tout. Il y a certains juristes qui se posent cette question. Il y a le professeur Lavaux qui dit que les juges d'aujourd'hui se sont arrogés une fonction prophétique. Vous voyez, je ne suis pas le seul. Simplement, je suis le seul à être entendu par les masses, comme on disait dans les années 60. C'est ça la différence. Mais il y a des gens compétents, réfléchis, des grands juristes qui s'alarment de cette évolution du droit et de ce qu'on appelle pompeusement l'état de droit. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'homme, je vous renvoie au dernier livre d'Hervé Juvin, par exemple, L'économie du désir, qui dit exactement la même chose, que les droits de l'homme, la conception des droits de l'homme d'aujourd'hui, on est sorti de l'épure traditionnelle, que ce n'est plus la protection des individus contre un pouvoir arbitraire, hein, comme c'était depuis la Magna Carta et le habeas corpus, etc. Vous voyez, les conceptions naturelles des droits de l'homme, même la déclaration des droits de l'homme et citoyens, c'est une autre discussion, mais au moins, il y a la protection de l'individu contre un pouvoir arbitraire. Non, aujourd'hui, la conception des droits de l'homme, c'est le règne tout-puissant, absolu, de l'individu qui s'auto-crée, l'autocréation de soi-même, et qui détruit toute société, toute nation. Vous comprenez? Et c'est ça que les juges défendent. Et dans cette auto-création
de l'individu permanent qui s'autorise tout, qui est roi du monde, qui fait fi des milieux culturels, des milieux sociaux, des héritages, vous voyez, des enracinements, des histoires millénaires de vieilles nations comme la France, mais pas seulement la France, hein, dans tous les pays. Bon. Et dans cela, dans cette religion des droits de l'homme, comme a dit Marcel Gauchet il y a 30 ans, encore une fois, je ne suis pas le tout seul. Régis Debray lui-même a condamné cette religion des droits de l'homme. Vous voyez, des gens de gauche. Bon. Qu'est-ce qui se passe? La nouveauté que beaucoup ne veulent pas voir, c'est que l'islam s'enfonce là-dedans et, au nom des droits de l'homme, impose la visibilité dans l'espace public, impose le régentement de l'espace public, des populations dans de nombreuses aires géographiques. Vous voyez? Et quand, par exemple, on leur dit « mais vous n'avez pas le droit de mettre un burkini, mais vous n'avez pas le droit de mettre le voile aux femmes, mais vous n'avez pas le droit de vous habiller comme au 7e siècle », ils répondent « liberté individuelle ». Liberté individuelle, droit de l'homme. Or, vous avez bien compris que c'est un système qui organise la vie de façon tyrannique, totalitaire, qui enserre. L'islam, c'est un système politico-judiciaire qui enserre la vie des individus, qui ne reconnaît pas le droit de la personne à s'autonomiser, mais qui a très bien compris que la faiblesse des sociétés occidentales, c'était cette nouvelle conception des droits de l'homme, cette religion des droits de l'homme. Et c'est la fameuse phrase d'El-Qaradawi, vous savez, le théologien égyptien des frères musulmans, « Avec vos lois démocratiques, nous vous dominerons, avec nos lois coraniques, nous vous dirigerons. » Donc, si vous voulez, c'est simple, le programme est simple. Et donc, si on ne remet pas en cause cette religion des droits de l'homme, eh ben, on aura la soumission à l'islam. Donc c'est le choix que j'essaye de poser. Vous savez, il y a une phrase... Vous le posez comme un observateur, mais pas comme un acteur, parce qu'à un moment donné, vous dites toujours sur cette question-là, mais il va falloir effacer la religion des droits de l'homme oui, qui est depuis 40 ans. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait c'est très simple, on sort de la Cour européenne des droits de l'homme. Au moins c'est simple. On impose une nouvelle réforme constitutionnelle pour empêcher le Conseil constitutionnel et les autres juridictions de se servir du préambule de la Constitution, la fameuse Déclaration des droits de l'homme, pour juger des lois, parce que c'était l'intention initiale du général de Gaulle et de Michel Debré. Il y a eu un putsch judiciaire en 1971, je le raconte dans Le Suicide français. On fait, quand on veut établir des lois, par exemple, je vous donne n'importe quoi, le regroupement familial, la suppression du regroupement familial est absolument interdite par la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 8. D'accord ? Si on est sorti de la Cour européenne des droits de l'homme, on n'a plus rien à craindre de la Cour européenne des droits de l'homme, ni de condamnation, ni rien. Mais on peut faire des référendums. Parce que le juge, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, tous ces grands juges qui justement s'arrogent un rôle de prophète, comme dit le professeur Lavaux, il faut uniquement les combattre avec le référendum. Il n'y a que ça. Le référendum, c'est un peu le lit de justice, vous savez, des anciens rois avec les parlements d'Ancien Régime. Voilà, c'est la seule arme qui l'abat. Donc voilà, non, c'est simple à faire. Seulement, les politiques n'osent pas affronter les juges parce qu'ils n'osent pas affronter l'Europe, parce qu'ils n'osent pas affronter les médias. Tout ça, c'est un triangle assez simple.